le journal. Tenemba Mounikata. La deuxième édition de Mali Actualité, bienvenue. Évaluation demain par le Conseil national des transitions du plan d'action gouvernemental du Premier ministre. L'essence de cet exercice avec Ibrahima Traoré dans cette édition. Hakeo Kunafoni est le centre d'information sur la justice et ses rouages, la loi et ses manifestations, très souvent confus pour les citoyens. Le nouveau centre inauguré hier par le ministre de la Justice entend faciliter l'accès à la justice aux justiciables. 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 remises au Mali par la Turquie. C'est le premier lot des 15 millions de vaccins destinés à l'Afrique par la Turquie. Environnement, le Mali veut se prémunir légalement contre d'éventuelles maladies provoquées ou accidentelles causées par des microbes fabriqués et manipulables. C'est cela la biodiversité et la biosécurité et la biossûreté qui sont assurées à travers les réglementations et les lois. Et puis sport football, le tirage au sort hier des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les points avec Aridou Matina dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Premier ministre est attendu demain jeudi devant le Conseil national des transitions. C'est pour une séance d'explication sur l'état d'exécution du plan d'action gouvernemental. Les membres du CNT souhaitent en effet avoir davantage d'informations sur le processus de la transition. Au centre des échanges, notamment la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales ou encore la lutte contre la corruption. Que faut-il comprendre par cet exercice? Les explications avec Ibrahima Traoré. Grand oral du Premier ministre ce jeudi face au Conseil national de transition. Le chef du gouvernement est invité à répondre aux questions des membres du CNT sur la mise en œuvre du PAG, Programme d'action gouvernementale. Le document est adopté le 2 août dernier, 8 mois après. Où en est l'exécutif? S'est interrogé récemment le président du CNT, précisément à l'ouverture de la session d'avril de l'organe législatif. Colonel Malik Diaw, président du CNT. Les Maliens veulent savoir exactement l'état d'avancement du processus de transition ainsi que le chronogramme détaillé, Monsieur le Premier ministre. Cela est d'autant plus important que c'est au peuple que revient la paternité des conclusions des ANR, notamment celles devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'exercice devrait permettre au Premier ministre de faire le point d'exécution des 4 axes de son PAG, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dr Shogel Kokalamaïga a d'ailleurs réuni la semaine dernière toute son équipe pour mieux préparer ce passage au CNT. Il s'agit d'avoir toute la matière première pour pouvoir répondre à toutes les questions. Mais je crois que la trame du débat doit être d'abord ce que nous allons dire. C'est important et c'est ça qui va être écouté en première ligne. Qu'est-ce que nous avons fait par rapport aux différents axes? Dans tel dossier sur lequel on a dit qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Tous ceux qui ont des dossiers sur lesquels il y a des polémiques, il faut me faire des notes pour que je puisse répondre parce que ce n'est pas le ministre qui va répondre là. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Mais qu'est-ce qui différencie les questions d'actualité des autres mécanismes comme les interpellations ou les questions orales? Souleymane D, président de la commission des lois au CNT. Le Parlement n'a de pouvoir que sur le gouvernement et non sur le président pratiquement de la transition, ou même le président de la République si vous voulez. Mais en la matière, parmi ces instruments de contrôle dont dispose le Parlement, vous avez évidemment les commissions d'enquête, vous avez les questions écrites, les questions orales, l'interpellation et la forme de contrôle qui est en place aujourd'hui, en tout cas le schéma qui est arrêté, c'est une question d'actualité. C'est le mode à la limite classique d'information de l'opinion nationale par le canal du Parlement. Donc il s'agit pour, si vous voulez, permettre à tous les parlementaires qui sont au niveau du Conseil national de transition de poser toutes les questions au Premier ministre. Ce n'est nullement une question de défiance, nullement une question de vote de confiance à renouveler au Premier ministre, mais établir un lien pour permettre au Premier ministre de venir devant le Parlement expliquer
donner toutes les réponses à toutes les questions qui lui seront posées. Ces questions d'actualité adressées au gouvernement seront suivies certainement avec beaucoup d'attention par les populations. Dans les rues de Bamako, les citoyens ne cachent pas leurs attentes. Nous souhaitons que tout ce qui sera discuté et dit lors de ce passage soit quelque chose qui accalme la situation politique malienne d'abord, qui permet au Premier ministre de présenter quelque chose qui rassure les Maliens, notamment au plan sécuritaire et aussi au plan de la cherté de la vie. Il faut qu'il essaie de toucher vraiment à tous les domaines pour que ça puisse aller mieux. Les débats débutent à 9h30 et vont durer 5 heures, 2 heures pour les questions et 3 heures consacrées aux réponses. Des débats retransmis en direct sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM. Quel avenir pour la région de Mopti et les régions voisines? La question fait l'objet d'échanges à la faveur d'un atelier de validation de la stratégie de stabilisation du centre du Mali. Participent à cet atelier les représentants des populations des régions du centre, les élus et les responsables administratifs des régions concernées. La cérémonie était présidée par le directeur du cabinet du Premier ministre, Alouseni Touré. Il s'agira pour les participants d'examiner et de valider le document de stratégie de stabilisation du centre, d'élaborer le plan d'action global et budgétisé, d'examiner et de valider le plan d'action de la stratégie. Professeur Isiaka Sengare, directeur du cabinet du Premier ministre. L'ensemble de ces efforts a abouti à un projet de document de stratégie qui a été présenté à un niveau très élevé du cadre politique. À l'étape actuelle, l'urgence impose l'élaboration d'un plan d'action aussi large que réaliste sur la base des programmes et réalisations en cours dans le centre. Depuis 2015, la crise sécuritaire a connu une évolution territoriale. C'est ainsi que les régions dites du centre ont connu une concentration de la violence. Mise en place en 2019, le cadre politique de gestion de la crise du centre travaille à la stabilisation de cette partie du pays. Professeur Isaka Sangare, directeur de cabinet du Premier ministre. L'élaboration d'une stratégie spécifique de stabilisation du centre est vite aperçue comme une indication cardinale qui prendra tout son effet avec l'élaboration d'un plan d'action qui obéit à tous les fondamentaux de la planification. La résolution 2584-2021 du Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2022 avec 2 priorités stratégiques qui sont 1. L'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et 2. L'amélioration continue de l'accompagnement aux autorités maliennes et aux populations locales pour la stabilisation des régions du centre. Les 2 jours sont donc mis à profit pour examiner le dit rapport, le valider et en sortir un plan d'action pour la période 2022-2024. Le 80 0022 46 est désormais le numéro vert mis à la disposition des justiciables. C'est pour des besoins de justice en termes de conseil et d'orientation. Ce centre d'appel, dénommé en Bambara Hakeo Kunafuni, permet de rapprocher davantage la justice des justiciables. Cette initiative émane du ministère de la Justice et du projet Mali Justice Projet de l'USAID. Adama Jimde. Le recours à une juridiction appropriée est souvent méconnu par certains justiciables. La confusion des cours et tribunaux par les citoyens complique davantage les procédures judiciaires en la matière. Pour pallier cette situation, une structure dénommée Hakeo Kunafuni ou Centre d'appel juridique est créée par le gouvernement et son partenaire USAID à travers Mali Justice Project. Myriam Lust, directrice de l'USAID Mali. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de transition du Mali partagent les mêmes valeurs de l'état de droit à travers une justice accessible, équitable et protectrice. Le centre d'appel juridique, qui est une initiative novatrice du ministre de la Justice, démontre que le gouvernement de transition veut donner accès aux Maliens un accès égal à la justice. Une trentaine d'opérateurs sont à l'écoute du numéro vert 80 00 22 46 pour orienter et conseiller les usagers. Aminata Sissoko, téléconseillère. Hakeo Kunafuni donne des informations juridiques et judiciaires
tout ce qui est question de droit sur les démarches administratives, et puis des divorces et successions en matière d'héritage. S'il y a une décision de justice qui ne vous plaît pas, vous pouvez nous appeler, on va vous orienter vers un autre tribunal compétent. Le centre est à la disposition des justiciables de 8h à 20h pour une période initiale de 10 mois. L'objectif visé est de les conseiller sur toutes les questions liées à leurs droits et aux procédures judiciaires. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Ce centre permettra à tous les usagers de la justice d'avoir un meilleur accès à la justice, d'être informés sur leurs droits et sur les démarches qui peuvent être menées sur le plan administratif et sur le plan judiciaire pour faire valoir leurs droits. Parce que la manière dont on saisit la justice est particulièrement importante pour déterminer la suite de la procédure et les chances de succès ou d'insuccès dans le cadre des actes que nous entreprenons. Si vous devez saisir le juge pénal et que vous allez saisir le juge civil, il y a aussi des difficultés. Donc cette orientation est très importante. Une telle initiative permet de rapprocher la justice des justiciables, du coup contribuer à la promotion des droits de l'homme. Remise de 500 000 vaccins Sinovac au ministère de la Santé et du Développement social. Le don est fait par la République de Turquie. C'est une partie des 15 millions de doses promises par le président turc aux pays africains. La cérémonie de remise a eu lieu à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Valentin Roger Diallo. Jusqu'à preuve du contraire, le vaccin reste le moyen le plus efficace contre le Covid-19 selon certains scientifiques. Et justement, c'est dans cet ordre d'idées que 500 000 doses de vaccins Sinovac sont offertes gracieusement par la République de Turquie à la population malienne. Ce don est le fruit d'une franche collaboration entre le Mali et ce pays frère. Murat Mustafa Onart, ambassadeur de la République de Turquie au Mali. Nous sommes un pays solidaire et c'est dans ce cadre-là que mon président, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, lors du 3e sommet Turquie-Afrique en décembre dernier, a demandé à ce que 15 millions de doses de vaccins soient envoyées aux pays africains. Et je suis heureux que ces vaccins vont servir dans le cadre de cette campagne. Ces vaccins Sinovac sont à dose unique et de dernière génération. Ils seront administrés aux personnes âgées de 18 ans et plus. Dr Jean-Pierre Baptiste, représentant de l'OMS au Mali. Par rapport à la population malienne, tout ce que nous pouvons leur dire, vaccinez-vous, 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 encore une fois. Et ça, c'est en dehors de la vaccination, les mesures barrières. C'est vrai que les résultats ne sont pas aussi catastrophiques pour le Mali, mais nous devons faire beaucoup d'efforts pour améliorer le taux de couverture vaccinale de la population malienne. Djemina Toussangare, ministre de la Santé et du Développement social. Ces 500 000 doses vont venir renforcer considérablement les actions que nous sommes en train de faire, surtout que c'est des vaccins à dose unique, donc il n'y a pas de rappel. Donc on pourrait les amener dans les endroits reculés sans avoir à retourner. Tout sera mis en œuvre pour les utiliser correctement, bien sûr avec l'appui de nos infatigables partenaires que je ne cesserai de remercier. Dans les jours à venir, d'autres doses de vaccins contre le Covid-19 sont attendues, informe le ministre en charge de la Santé. Sur le continent, pénurie de kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal. Le gouvernement promet un retour à la normale. La ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, a tenu hier une réunion après l'annonce de la pénurie. Elle assure que la situation va revenir à la normale dans les prochains jours. Selon elle, la cause principale de cette pénurie est la situation en Ukraine. Selon elle, la compagnie nationale Petrosen a trouvé une cargaison de kérosène pouvant satisfaire la demande des compagnies d'ici l'arrivée d'un bateau prévu ce vendredi. Au Niger, le ministre de la Communication, Mahamadou Zada, a été emprisonné hier pour son implication présumée dans une affaire de détournement de 3 milliards de francs CFA. Il a été auditionné par un juge du pôle économique et financier de Niamey qui a ordonné son incarcération. Les détournements de fonds publics auraient été commis quand Mahamadou Zada se trouvait à la tête de la Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine, entre 2013 et 2021. Cette société gère les participations de l'État nigérien dans les sociétés minières opérant dans le pays. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, dresse le bilan d'une année de transition. Nommé le 21 avril dernier, les jours suivant le décès de son père, l'ancien président Idriss Déby Itno Mahamat a évoqué les ratés, mais aussi les réalisations positives effectuées
par le Conseil militaire de transition qu'il dirige. Il a démenti les mauvais pronostics relatifs à la déchirure sociale de la nation tchadienne et les chaos institutionnels prédits pour son pays. Selon lui, la transition continue résolument son chemin depuis une année tant bien que mal. Autre sujet abordé lors de son allocution, la préservation de la paix, de la sécurité, de l'union nationale et de l'intégrité territoriale du pays. Bonjour Alidou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été effectué hier. Les Aigles du Mali connaissent ainsi leurs adversaires de groupe qui sont le Congo, la Gambie et le Soudan du Sud. Oui, les yeux étaient arrivés hier sur l'Afrique du Sud où s'est déroulé l'avant-goût de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire, à savoir la cérémonie de composition des différentes poules pour les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, les nôtres, les Aigles, qui faisaient partie des têtes de série, héritent du groupe G et joueront contre les Diables Rouges du Congo, les Scorpions de la Gambie et le Soudan du Sud. Les rencontres se joueront en aller-retour et à l'issue de 6 journées, les deux premiers du groupe se qualifient pour la CAN en Côte d'Ivoire. A priori, les Aigles partent avec les faveurs des pronostics, même si la prudence doit être de mise. Les Scorpions de la Gambie font figure de véritables sparring partenaires pour les Aigles. Les Gambiens ont fait une très bonne CAN au Cameroun et ont réussi à tenir en échec les Aigles en match de poule. Les Diables Rouges du Congo, eux, sont en reconstruction. Les Congolais n'arrivent plus à se qualifier pour la grande messe du football continental depuis des années, mais rêvent d'aller cette fois-ci en Côte d'Ivoire. En tout cas, un outsider à prendre également au sérieux. La dernière équipe, le Soudan du Sud, est la formation la plus faible du groupe, mais pourrait jouer le rôle d'arbitre, surtout lorsqu'il joue à domicile à Djouba, au Soudan du Sud. Lors de la première journée, les Aigles reçoivent le 30 mai les Diables Rouges du Congo. Ça sera au stade du 26 mars. Voyons la composition des autres groupes. En plus de la poule du Mali, il y a aussi 11 autres groupes de 4 équipes pays hôtes de la prochaine CAN. La Côte d'Ivoire est dans le groupe H avec la Zambie, le Comores et le Lesotho. Les Ivoiriens sont qualifiés d'office mais participent aux éliminatoires. Donc dans ce groupe, il n'y aura qu'un seul qualifié. Champion d'Afrique, le Sénégal est logé dans la poule L avec le Bénin, le Mozambique et les Guêpes du Rwanda. Les Pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, vice-champion d'Afrique, se trouvent dans le groupe 2 avec le Sili national de Guinée, les Flemmes du Malawi et les Walia d'Éthiopie, certainement l'un des groupes les plus relevés. Le groupe C, lui, est composé du Cameroun, du Kenya, de la Namibie et du Burundi. Quatrième lors de la dernière CAN, le Burkina Faso est tête de série de la poule B et sera face aux requins bleus du Cap-Vert, aux éperviers du Togo et Eswatini. Concernant les autres cadors du football continental, le Ghana, le Nigeria, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ils ont hérité des adversaires relativement abordables. Les deux premières journées de ces éliminatoires se joueront entre le 30 mai et le 14 juin prochain. En Europe, plusieurs matchs sont prévus ce soir. D'abord, au registre des coupes, la Juventus de Turin reçoit ce soir la Fiorentina au compte de la seconde demi-finale retour de la Coupe d'Italie. À l'aller, la vieille dame avait gagné 1-0 chez la Fiorentina. Le qualifié retrouvera en finale l'Inter Milan qui a battu hier soir le Milan à 3-0 lors de la première demi-finale retour. En Allemagne, Leipzig affronte aujourd'hui Union de Berlin au compte de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Hier, Fribourg s'est qualifié pour la finale en s'imposant 3-1 devant Hambourg. En Angleterre, il est question de matchs en retard. Ainsi, il y aura ce soir 4 rencontres au compte de la Premier League. Chelsea sera face à Arsenal, Everton joue contre Leicester, Newcastle affronte Crystal Palace et Manchester City sera face à Brighton. Liverpool a pris provisoirement hier la tête de la Premier League après sa victoire éclatante 4-0 face à Manchester United. Championnat espagnol, la 33e journée se poursuit ce mercredi avec 3 affiches. Atlético Madrid Granada, Celta Vigo Retafe et Osasuna Pampelune qui reçoit le leader, le Real Madrid, qui n'est plus loin du titre de champion. Terminons par la Ligue 1 française qui joue sa 33e journée ce mercredi. Il y aura 10 rencontres entre autres Monaco, Nice, Brest, Lyon, Strasbourg, Rennes, Marseille, Nantes et Angers, Paris Saint-Germain. Merci Alidou Matina. Chronique de l'environnement. Le Conseil national de l'environnement veut légiférer sur les questions de biosécurité et de biossûreté.
Un avant-projet des textes de loi traitant de ces sujets est en examen à son niveau. Le but est de prévenir ou réduire les risques liés à la dissémination criminelle ou accidentelle des virus et autres bactéries vecteurs des maladies. La biosécurité et la biosûreté désignent des processus, méthodes, mesures préventives et réglementaires visant à minimiser les dangers liés à ces agents. Les explications dans la chronique environnement réalisée par Agibou Koulibaly. Cet avant-projet de texte de loi relatif à la biosécurité et biosûreté au Mali, dès sa conception et son élaboration, a bénéficié de l'appui et support constant de l'ensemble des autres départements ministériels et partenaires concernés par les questions de biosécurité et biosûreté. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est une loi très utile pour notre pays. C'est pour nous permettre de ne plus accepter les produits venant d'autres pays et qui sont néfastes pour notre environnement, pour nos populations. Et je vais parler aussi des OGM qui sont décriés à un certain niveau, mais dont vraiment l'utilité au-delà s'impose à nos pays souvent. Donc si nous avons une loi dédiée dans ces différentes activités, nous pensons que nous pouvons faire en sorte que toute activité qui tombe sur nous, nous pourrons peut-être l'apprécier et voir s'il faut rejeter ou bien s'il faut l'accepter par rapport à la loi en vigueur. L'Association malienne de biosécurité et de biosûreté, Ambios, est une jeune association qui a une expertise avérée, appuie le gouvernement pour lui permettre d'atteindre l'un des objectifs phares de l'agenda de sécurité sanitaire mondiale, à savoir l'élaboration du cadre national de biosécurité et de biosûreté au Mali. Professeur Djibril Sangaré, président de l'Association malienne de biosécurité et de biosûreté. C'est vraiment une des étapes de la mise au point de ce qu'on appelle le cadre national global de biosécurité et de biosûreté. Le cadre national, c'est pratiquement tout un tas de textes réglementaires, législatifs, mais aussi des normes. C'est tout cet ensemble-là qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle le cadre national qui est global pour la biosécurité et la biosûreté. La biosécurité et la biosûreté qui stipule en fait des procédures, des conditions qui sont mises en place pour la prévention, mais aussi la prévention vraiment pour les utilisateurs, ne pas tomber dans des accidents, des incidents biologiques au cours de leur activité quotidienne de manipulation des agents biologiques et des toxines, mais comme on le dit en termes de biosûreté, qui par exemple un scientifique, un laborantin ou en tout cas les manipulateurs ne puissent utiliser ces agents biologiques ou toxines à des intentions malveillantes. C'est ce qu'on appelle l'utilisation abusive des pathogènes et des toxines, par exemple comme on appelle le bioterrorisme. Tout le monde sait ce que c'est que le bioterrorisme, c'est d'utiliser par exemple des agents biologiques pour des fins terroristes. Et on en a vu à travers le monde et on craint et il vaut mieux, comme on le dit, prévenir que cela arrive par exemple aussi chez nous. L'accompagnement de Vertic a contribué à renforcer les aspects techniques relatifs aux questions juridiques et réglementaires des différents textes du cadre. Sonia Drobiz, représentante du partenaire technique de l'avant-projet de texte de loi relatif à la biosécurité et biosûreté au Mali. Depuis plus de 10 ans, nous intervenons notamment auprès des États et partenaires dans l'analyse systématique et la rédaction de la législation de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines de 1972 et des dispositions liées aux armes biologiques d'autres instruments internationaux. C'est dans ce contexte que nous avons entamé notre collaboration avec l'Ambios en 2018, dans le cadre de la seconde phase du projet portant sur le cadre national global de biosécurité et biosûreté au Mali, aux côtés de la Fédération internationale des associations de biosécurité, l'IFBA, et grâce à un financement du Canada. Ce projet de loi permettra de mettre en place un cadre juridique pour les activités menées avec des agents biologiques et des toxines. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce que cette loi va changer, c'est que plus que jamais, on n'aura plus sur notre panier de la ménagère ou les produits à consommer venant de l'extérieur, vous m'excusez du terme, quelque chose qui ne s'adapte pas à nous, qui peut être des produits pas utiles pour notre vie, peut-être des produits qui peuvent nous créer des problèmes collatéraux. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de nous couvrir nous-mêmes au niveau du Mali, afin que plus que jamais, toute activité cessante que ces produits néfastes pour l'environnement, mais aussi pour la nutrition des personnes puissent s'arrêter et ne plus rentrer chez nous. Le Conseil national de l'environnement, initiateur de cette rencontre, a pour mission de donner un avis et de formuler des propositions et recommandations sur les questions se rapportant à l'environnement.
Merci Agibou Koulibaly et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Tenemba Mounikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation Dose Baba Diara, Djeneba Kanakomo, Kadiatou Djane, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.